Jouer les nations du Sud est toujours un plaisir et un moment particulier. Peut-être car on a eu trop de défaites pendant trop longtemps et que pendant cette période, le règne de l'hémisphère sud sur le monde du rugby a été sans partage. Cette période, elle a laissé des séquelles dans nos habitudes et nos comportements. En conférence de presse, j'ai adoré ce moment. Je l'ai sûrement interprété à ma manière, mais lorsque Galtier évoque le match contre la Nouvelle-Zélande l'année dernière, il y a Ibanez qui se redresse et qui relève ses épaules. Et oui, on est fiers de notre équipe de France et on ne rougit plus de nos prestations devant les équipes du Sud. Avant de commencer le débrief de ce match, merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo. Laissez-moi vous expliquer à quoi ça peut servir pour des fans de rugby d'avoir NordVPN. NordVPN, c'est tout simplement le VPN le plus rapide du marché. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un VPN, c'est un réseau privé virtuel. Ça sert tout d'abord à bloquer les malwares, les pop-up et les cookies. Ça veut dire que c'est fini les publicités qui sont ciblées. C'est un secret pour personne. Le prix de certains produits ou services, comme les billets d'avion, varie en fonction des endroits. Si vous avez déjà tapé sur Google Paris-Dublin pour aller faire un week-end de Coupe d'Europe et voir un match à la Viva, vous avez une petite alerte qui vous dit qu'il ne reste plus que 7 billets disponibles pour 200 €. Et puis le lendemain, vous vous connectez avec votre même adresse IP et votre vol il est à 150 € plus cher. Le second avantage, c'est la chronologie des médias. C'est-à-dire que quand le film sort en salle, 4 mois après, il sort en VOD, 6 mois après, il sort sur Canal+ ou OCS, 15 mois après sur Netflix, 17 mois après sur Prime et Disney et 22 mois après sur France TV. La chronologie des médias, elle est propre à chaque pays. C'est-à-dire que si tu vas voir des films qui sont sortis en France avant qu'ils arrivent en France sur les écrans, il te suffit de te connecter sur une autre adresse IP. Par exemple, si tu te connectes en Nouvelle-Zélande, tu as accès à un documentaire sur le rugby qui n'existe pas en France. Avec mon lien qui s'affiche à l'écran, tu bénéficies de 4 mois offerts sur un abonnement de 2 ans. Ça revient à 2,88 € par mois, soit moins cher que le prix de la bière à la buvette. Allez, c'est parti pour le débriefing de ce match. Comme tout le monde s'y attendait, on a eu le droit à un rude combat. La France a su répondre à l'intensité que les Box mettent dans le jeu. Il y a eu des faits de jeu avec 2 cartons rouges qui sont totalement mérités et je ne m'attarderai pas du tout là-dessus. Les Sudaf, certains ont tendance à dire que c'est un jeu de bourrin et que ce n'est pas joli. Effectivement, ils sont très durs sur l'homme, c'est dans leur culture. Tous les matchs sont abordés par les groupes de manière différente, avec des objectifs et des intentions différentes. On s'attendait à un gros combat qui a eu lieu, mais j'ai eu l'impression que les Box ont voulu nous montrer que leur rugby n'était pas que physique. On a souvent l'image de l'Afrique du Sud de la dernière Coupe du Monde, dans laquelle on ne joue pas dans son camp, et après 0 à 2 séquences de jeu sans avancer, on monte une chandelle ou un jeu au pied dans la boîte. Ce match a été très différent. Autant la France a arrosé au pied, autant les Sudaf ont décidé de remonter tous les ballons à la main. Et pas dans le style déménageur que tout le monde leur attribue, avec leurs 2 ailiers de poche, RNC 1m80 pour 84 kg et Colby 1m71 pour 80 kg. C'est comme s'ils avaient décidé de ne pas sélectionner les ballons de contre-attaque. Dans le R3, ils ont remonté à la main. Dans le R1, ils ont déplacé à la main. Ces phases de transition ont pratiquement toutes été jouées à la main. C'est intriguant quand on connaît leur culture de l'occupation territoriale et le respect qu'ils ont pour les zones de jeu. C'est d'autant plus surprenant qu'ils se sont retrouvés rapidement à 14 et que jouer ces phases de transition, notamment du champ profond, demande une dépense énergétique importante et présente un risque d'exposition. Cela demande une grosse dépense énergétique puisque, comme vous pouvez le voir, les Français s'organisent très rapidement pour monter en ligne. Quand le porteur du ballon va décider de remonter le ballon à la main et de ne pas inverser la pression au pied, il se retrouve généralement avec peu de soutien offensif. C'est-à-dire qu'il va devoir faire l'effort de gagner du terrain, de rester sur ses appuis et de faire face à une défense qui est organisée et qui va monter justement pour mettre une grosse pression. Et ça veut dire que tous les joueurs sud-africains, plutôt que d'attendre tranquillement qu'on inverse la pression, ils vont devoir se dépêcher de revenir pour pouvoir aider leur partenaire qui est en train de remonter le ballon sur la contre-attaque. Et c'est quelque chose, c'est possible, toutes les équipes de rugby le font, mais quand on est à 14, qu'on est un de moins et que ça tape fort, se rajouter des courses comme ça, c'est un pari qui est risqué. Ça veut dire qu'il faut être capable d'avoir le coffre et de tenir l'intensité et d'avoir la lucidité sur ses choix pendant tout le match. Et notamment contre l'équipe de France quand on connaît leur capacité à venir agresser fort et à monter en ligne pour contester les ballons. Ils ont fait le choix de tenir le ballon contre nous, en infériorité numérique, et dans leur camp de jouer les coups. Ils ont d'ailleurs joué une pénalité vite par Van de Klerk à 20 mètres de l'embut alors qu'ils sont derrière au score. Et derrière, ils décident de prendre la pénale touche. Dans les intentions, je les ai trouvés vraiment plus entreprenants que nous. Dans les systèmes en 1-3-3-1, on demande généralement aux 10 de ne pas venir trop souvent dans le couloir des 15 mètres pour préparer le retour. Le changement de profil de 10 de l'Afrique du Sud entre Pollard et Willemse, qui a évolué aussi souvent à l'arrière en tant que 10, leur demande quelques modifications et adaptations de leur système de jeu.
En Afrique du Sud, les deux runners qui se trouvent dans le couloir des 15 mètres sont généralement des troisième lignes. Désolé, mais les talons Sudaf, ils n'ont pas le profil de runner. Le carton rouge de Dutoit en début de match leur retire ce runner dans le couloir des 15 mètres et donc les patterns d'attaque dans cette zone. Chaque équipe, elle a généralement 3 ou 4 patterns possibles dans chaque zone. L'absence d'un runner, ça modifie totalement cette structure. J'ai comme l'impression que les Box se sont adaptés en laissant la possibilité à Willem C de venir créer dans ce couloir avec l'Euro qui prenait la charge de l'ouverture sur la renversée. Lorsqu'on arrive dans le couloir des 15 mètres, en fonction de l'avancée qui est générée et de la vitesse de sortie du ballon, la défense elle s'organise plus ou moins. Si le ballon est ultra rapide, la zone de break est proche de la zone de plaquage. Et plus le temps de libération va augmenter, plus les défenseurs ils vont couvrir l'urgence et refermer cette zone de fracture. Et donc on va avoir cette zone de fracture qui va se déplacer de plus en plus large sur le terrain. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à devenir membre, j'explique comment fonctionnent les structures défensives sur Ruck. L'Afrique du Sud, avec son système en 1-3-3-1, elle a pour l'habitude de venir taper très très fort dans la zone du 10. Est-ce que les Français ils s'étaient organisés pour contrer ça ? En tout cas, les Box ils ont décidé de donner un petit peu plus d'air au jeu avec un passage par le 10 pour éloigner la balle de cette zone des 15 mètres et de la densité française. Je pense que cela vient du fait que les Français avaient étudié le jeu des Box et donc étaient vraiment prêts sur les bords de Ruck à mener un gros combat. Et le fait de déplacer un petit peu plus le ballon, ça force la défense à se réorganiser et c'est plus dur d'imposer ses impacts. Et je crois que le nombre de plaquages offensifs de la France sur le match est de 2. Un autre élément qui m'a marqué, c'est qu'ils avaient décidé de jouer tous les ballons dans leur camp et une fois qu'ils dépassaient la ligne des 50 mètres et quasiment seulement quand ils dépassaient la ligne des 50 mètres, ils inversaient la pression avec un gros jeu au pied à la retombée. D'un côté, imaginez-vous dans le R3 avec un ballon qui monte à 35 mètres de haut, vous sautez pour aller jouer votre duel aérien et quand vous retombez au sol, vous prenez Etsebes et Mbonombi dans le buffet qui ont bien réglé leur vitesse. Du côté de la France, on a beaucoup utilisé le jeu au pied, même à partir de phases statiques. Notre ADN et notre identité en ce moment, c'est les principes d'efficacité pour gagner. On joue chez l'adversaire et on s'emmerde pas. C'est compréhensible, on est une équipe pragmatique et on sait jouer à la baballe. Ce qu'on veut tous, c'est gagner et on respecte le jeu et l'adversaire. Alors il n'y a pas de cadeau là-dessus. On remarquera juste que sur les patterns de sortie, à partir du moment où on mène 13-0, on décide de déplacer le ballon dans un premier temps, comme beaucoup d'équipes, au lieu de jouer au pied directement. D'un point de vue personnel, ce jeu au pied directement à partir de phases statiques me frustre, puisqu'on est très efficace et précis sur les lancements de jeu. Lorsque sur cette touche, Penaud prend le ballon, il évite très bien cette grosse défense à la limite du suicide que font les Sud-Africains, où ils préfèrent venir te pesquer dans ton camp plutôt que de contrôler et de perdre du terrain. Ils préfèrent te closquer une fois dans ton camp plutôt que de reculer et d'accepter de perdre du terrain sur un lancement de jeu. Cette équipe d'Afrique du Sud avait notamment posé des problèmes aux Irlandais la semaine précédente sur les lancements de jeu. Ils étaient montés vraiment très fort pour venir agresser très haut. Et c'est là où la France a très bien réglé son timing sur les lancements de jeu, puisque Penaud, quand il prend le ballon, il a vraiment cette course latérale qui lui permet d'éviter le centre adverse, et c'est ce lancement de jeu à partir de phase statique qui va amener les set by. Je suis resté longtemps à essayer de comprendre cette défense sud-africaine sur les set by. On voit qu'ils sont organisés sur leur structure défensive sur Ruck proche de la ligne. Et pour ma part, je pense que c'est une double erreur individuelle sur cet essai. On a Colissi qui vient tenter une espèce d'interception au lieu de défendre sur son vis-à-vis qui est Baye. Et on a Mbonambi qui lui ne défend pas sur Aldrit et en fait ne monte même pas. Alors je suis retourné en arrière sur cette séquence pour étudier la course de Colissi et Mbonambi. Et effectivement, on voit que Mbonambi et Colissi ils traversent une première fois le terrain pour aller défendre sur cette première zone de break suite au franchissement de Penaud. Et ensuite, à mon avis, Mbonambi, lui, il a pris un pet sur le casque, c'est quasiment sûr, puisque à ce moment-là du match, il rate un lancer en touche, et juste là, il est totalement absent sur la séquence défensive. Et d'ailleurs, il va sortir quelques minutes après pour son protocole commotion. Donc à mon avis, c'est très bien joué de la part des Français, mais là, Mbonambi, il est totalement à l'ouest sur cette action. Le second lancement de jeu qu'on va faire dans la partie est quand on est mené au score à 5 mètres de notre ligne. On a une touche qui est très bien effectuée avec un gain de terrain. Dès qu'on a un gain de terrain, c'est automatique, on inverse le sens de jeu à partir de phase statique pour rejouer sur tous ces joueurs qui sont hors jeu. Et le 9 ne défendant pas sur le fermé puisqu'il est monté au début de la touche, c'est-à-dire qu'on va opposer des rapides à des un petit peu plus lents sur les côtés. Et donc on se retrouve avec Makalou qui est présent sur un surnombre et qui va réussir à déborder. Et pour moi, c'est vraiment frustrant de voir que les lancements de jeu qu'on effectue, on les effectue très bien. En revanche, on en effectue peu pendant le match. Pour bien comprendre le dernier essai, on va remonter sur quelques séquences d'avant.
Tout commence par une pénalité de Ramos trop lointaine pour prendre les points. À ce moment-là, on est à égalité devant à 7 contre 7. On effectue un bon ballon porté et les Sudaf se mettent à la faute et prennent un jaune. Tu joues à 14 contre 13. Au vu de la physionomie du match et du réalisme dont la France fait preuve en engrangeant les points dès que possible, j'ai été assez sceptique quant à leur volonté de prendre la touche. Et c'est là où tu te rends compte que les mecs, ils ont des processeurs centraux et ont développé cette capacité d'analyse. Ça fait 70 minutes que ça tape fort, très fort. Au-delà de la fatigue physique, je pense que tu as l'aspect psychologique où tu sais que tu as joué pendant 40 minutes à 1 de plus et tu n'as pas réussi à te mettre à l'abri. Tu subis les collisions et tu as mal. Mais tu arrives à garder cette lucidité. Tu te dis, ok, coaching, Jalibert rentre et on réfléchit. On se met en petit cercle et on se dit, ok, si on fait une touche à 6+1, donc avec le talon ça fait 8, on la joue au forceps contre les 6 avants Sudaf. Allez, let's go. On rate le lancer, mais c'est pas grave, ils nous redonnent la possession à l'entrée des 22 mètres. Tu te rappelles les discussions avec les joueurs et le staff sur cette semaine de préparation. Ils sont très forts et organisés pour défendre sur les ballons portés. Alors on va être tenté de les faire bouger et de se structurer plus loin. C'est-à-dire que si on lance au-delà de la zone des 15, on va déstructurer leur organisation de défense sur ballon porté, on va les forcer à se structurer plus loin. Comme pour la touche en fin de première mi-temps, on décide de lancer en dehors des 15 mètres. Les box défendent très bien, mais à 2 de moins c'est dur. On voit que les avant-box, ils circulent pour combler le déséquilibre, mais nous, on a le 10 et le 15 qui reviennent vers la source. On a Jelonge qu'on a pris plein la gueule pendant tout le match, et il a la lucidité de faire ce petit pas pour venir couper la course défensive du pilier. C'est con, mais qu'est-ce que c'est bon. Et bim, repénalité. On discute et on se dit qu'on va leur remettre une 6+1 pour les forcer à défendre et venir attaquer la zone de break entre le verrouilleur de la touche et le premier défenseur. Moi je l'appelle la zone 2 sur sortie de ballon porté et n'hésite pas à souscrire à la chaîne, à devenir membre. Je présente les différentes sorties, les 4 zones d'attaque sur ballon porté. Donc j'ai la présentation générale qui va bientôt sortir et ensuite je vais détailler chacune des zones, comment est-ce qu'on fait pour les attaquer et quels sont les processus décisionnels et les paramètres à en prendre en compte pour choisir la bonne zone à attaquer. Dans le cas présent, c'est assez logique. Les Sudaf, ils vont tenter de défendre à 6 sur le ballon porté contre 8 avant et ils ne peuvent pas se permettre de garder un avant qui verrouille entre le ballon porté et le 10, sinon ils vont charger devant. Ça aurait dû être le premier défenseur qui faisait office de verrouilleur. Et là, pour moi, on a cette action qui est un petit peu litigieuse. On voit Macalou qui est en discussion avec les avants et là, il se positionne à 10 mètres. L'alignement n'est pas encore fini d'être formé puisque Woki n'est pas rentré dans l'alignement. Mais c'est assez limite puisqu'on a Macalou qui va avant que Woki rentre dans la touche, arrivant en footing pour se positionner. Et on voit là, il y a Marx qui dit « Attends, pourquoi est-ce qu'il rentre dans l'alignement? L'alignement est formé. » Et on a même Wayne Barnes, on a l'impression qu'il lui dit « Non, 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 ne viens pas dans l'alignement, reste là-bas. » Et la touche est jouée et Wayne Barnes ne revient pas sur cette action. Et là, c'est l'interrogation que j'ai, c'est est-ce que Wayne Barnes est en train de dire à Macalou de rester à 10 mètres ou est-ce qu'il dit aux autres joueurs de rester à 10 mètres? Mais je vois pas pourquoi il dirait à Jalibert, Ficou, etc. de rester à 10 mètres. Les mecs sont déjà placés, ils ne bougent pas. Il y a qu'un seul joueur il y a 2 joueurs qui bougent, on a Macalou et on a Woki. Et donc je pense qu'il est en train de dire à Macalou de ne pas venir, mais finalement il n'intervient pas quand Macalou vient. L'arbitre il ne bronche pas, donc peut-être que je ferai une petite vidéo sur l'arbitre parce qu'à un moment je pense qu'il perd le pied dans le match, mais ça ne le choque pas et il laisse la touche se dérouler. En revanche, normalement, une fois que l'alignement est formé et que le nombre de joueurs est annoncé, on ne peut plus changer ce nombre de joueurs, surtout avec un joueur qui n'est pas dans l'alignement. Et on ne peut plus faire rentrer un joueur supplémentaire dans l'alignement, puisque c'est possible que les Sud-Africains se soient organisés différemment en défense s'ils savaient que la France allait faire une 6+1. Au moment où on commence à se structurer sur le ballon porté, on voit le verrouilleur de la touche qui du coup lui vient déjà anticiper la poussée parce qu'il sait que sinon s'il y va pas, à 5 contre 8 ça va charger. Et à partir du moment où on ouvre cette zone de break et là on vient l'attaquer très fort et ensuite il y a l'essai qui arrive. Comme je vous l'ai déjà dit, je vais m'investir plus dans la chaîne de rugby pour produire plus de vidéos, essayer de faire des vidéos plus explicatives sur les principes de jeu en général et des petits tips pour les joueurs. C'est super important pour le développement de la chaîne de rajouter un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, de vous abonner. Si vous pouvez partager, c'est vraiment top. C'est ce qui permet à l'algorithme YouTube de nous faire remonter et donc du coup d'avoir plus de personnes qui suivent et de s'investir plus dans la chaîne. En effet, il y a environ 25% des gens qui regardent seulement qui sont abonnés à la chaîne et c'est dommage parce que plus il va y avoir d'abonnés, plus ça va me permettre de développer.
Pour ceux qui veulent, vous pouvez souscrire à la chaîne, donc c'est-à-dire devenir membre, avec un petit abonnement par mois où il y a des débriefs supplémentaires et des explications sur des secteurs de jeu. Et si vous n'avez pas les moyens de vous abonner, vous pouvez aussi lâcher un petit tips en mettant un super 5, c'est donc vous lâchez un petit tips en fonction de si la vidéo elle vous a plu ou pas. Ça m'aidera vachement à développer la chaîne. Maintenant, passons aux réflexions sur lesquelles j'aimerais bien votre avis. Il y a pour moi deux moments clés sur lesquels les Sudaf ils se plantent un petit peu, notamment quand ils ont marqué des points. C'est Faf de Clercq qui prend le jeu au pied depuis le début du match, et là il va faire une passe à Willemse qui trouve une touche approximativement 10 mètres plus loin. Donc ça, je pense que c'est le premier moment qui est mal géré, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et le deuxième moment, c'est quand Renard il est rentré, il met un jeu au pied dans la boîte que les Sudaf récupèrent, après avoir marqué des points, et là ils décident de jouer, pourquoi pas, et ils envoient une diagonale au pied qui termine par un en avant de Mapimpi. À partir de là, la France reprend la possession du ballon et ils viennent scorer. Et je ne comprends pas pourquoi à ce moment-là, ils ne décident pas d'occuper le terrain alors qu'ils sont passés devant au score. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Ça a été un gros combat et une belle victoire des Français. Les Box ils sont en tournée d'automne après 2 saisons qui sont quand même relativement moyennes. J'ai vraiment trouvé qu'ils avaient mis un gros volume de jeu en infériorité numérique. Alors, soit ils essayent de modifier leur philosophie de jeu, qui avant était vraiment aller jouer chez l'adversaire, etc. Ou soit ils ont décidé sur ce match d'envoyer plus de jeux pour montrer à la France qu'ils étaient capables de répondre autrement que par uniquement le défi physique et l'occupation pour pouvoir battre la France. Sachant que Ntamak il a touché 8 ballons et qu'a priori je crois qu'il en a joué 5 au pied, sans renier que nous supportons la France. Avez-vous préféré les intentions des Sudaf ou les intentions des Français sur ce match? J'aimerais bien avoir votre réponse là-dessus et moi je vous donnerai ma réponse dans la prochaine vidéo. Je vais essayer de faire un débrief du match de l'Italie qui a gagné contre l'Australie pour les membres et franchement ça a été un match vraiment top et il y a pas mal de choses à dire sur l'Italie et j'essaierai peut-être de faire une deuxième vidéo sur ce match parce que même chose, j'ai eu beaucoup de choses à dire. Allez, n'oubliez pas, on commente, on like, on partage et si vous pouvez lâcher un petit titre, c'est avec plaisir. Allez, tchuss!